C'est-à-dire qu'il y a quand même une grande tendance en ce moment, c'est qu'il y a une porosité entre la cyber au sens strict et des organisations criminelles. Voilà. Donc là, je vous parle de dossiers qu'on a identifiés avec des équipes qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est-à-dire que historiquement, la cyber, c'était plutôt le script kiddies, donc le petit jeune qui faisait du test, des figurations, etc. Là, on a vu depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, des groupes de l'Europe de l'Est, très mobiles, qui venaient sur le territoire pour commettre des attaques purement crapuleuses, notamment de prise de contrôle de distributeurs automatiques de billets. Voilà, les pénétrer en perçant la façade du distributeur automatique de billets, en prendre le contrôle et vider comme ça en 3 minutes le contenu en cache d'un distributeur. Donc vraiment porosité. Et là, on est sur des logiques d'organisation criminelle. Après, on a tout un tas de dossiers où effectivement, on serait plutôt assez proche, plus ou moins d'organisations étatiques, voilà, même si ça reste encore à préciser. Et nous sommes également confrontés à ce qu'on appelle plutôt de la cyberdélinquance, voilà, franco-française, pas nécessairement avec des personnes extrêmement habiles, voire compétents, parce qu'effectivement, de plus en plus, et ça c'est quelque chose qui ressort actuellement, on constate des utilisations d'attaques par ransomware, avec une vraie évolution, parce que avant les rançongiciels, voilà, c'était des vagues sur une période très précise où il y avait une version et sur quelques semaines, ça déferlait sur l'ensemble du territoire. Là, actuellement, on tombe sur des ransomware avec une signature, voilà, donc on peut savoir que c'est le ransomware d'Arma, que c'est le ransomware Ryuk, par exemple, mais on va tomber sur des infrastructures de serveurs qui sont complètement différents. Donc on se dit que derrière, les personnes ont simplement acheté peut-être des licences, des kits, et qu'ensuite, ils vont les développer, enfin les mettre en œuvre, les appliquer de manière précise et ciblée, mais en ayant des attaquants qui sont différents, voilà, et qui vont simplement, voilà, on en parle beaucoup, hein, ransomware, crime as a service. Ils vont acheter pour ensuite cibler. Moi, je voulais rebondir pour faire un petit peu du retour d'expérience sur la supply sous-traitants. Voilà. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener parce que on n'est plus, enfin de moins en moins, face à des attaques où les victimes premières sont celles qui sont ciblées. Voilà. Et très clairement, là, depuis le mois de décembre, on constate que c'est toujours une attaque par le maillon faible, par le sous-traitant, en France ou à l'étranger, qui va cheminer ensuite pour progressivement arriver à la victime première. Et là, voilà, moi je pense que c'est quand même un vrai problème de sécurité, parce que autant se protéger de l'extérieur, je pense que de plus en plus de grands groupes savent le faire, se protéger de l'intérieur, c'est une vraie problématique. Et en tout cas, d'un point de vue pénal, c'est des dossiers des configurations d'attaques qu'on constate de plus en plus, surtout ces derniers mois. Fabien Caparros, vous voulez réagir sur ce point ? Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que c'est une vraie question que l'on s'est posée il y a 2 ans, quand on a revu notre méthode d'analyse de risque. Tout simplement parce qu'une méthode d'analyse de risque technique, elle ne prend pas en compte la connaissance de l'attaquant, ça ne va pas l'intéresser. Ce qu'on va regarder, c'est quelle porte ouvre l'attaquant pour pouvoir fermer ces portes-là. Et le deuxième point, c'est que les méthodes d'analyse de risque technique, telles que EBIOS historiquement, mais d'autres aussi, qui ont toutes été créées au début des années 2000, elles travaillaient sur des systèmes d'information fermés, avec des périmètres fermés, donc elles ne prenaient pas en compte les écosystèmes. Or, aujourd'hui, avec un risque stratégique, on est obligé de prendre en compte la connaissance de l'attaquant, des profils d'attaquants, et on voit qu'on les connaît de mieux en mieux. On n'a jamais eu autant de connaissances sur les attaquants. Très souvent, le threat intel, le marché qui s'est développé, c'est une connaissance qui est très technique. Donc il faut transformer cette connaissance technique en connaissance stratégique pour pouvoir l'intégrer dans une analyse de risque. Et le deuxième point, c'est qu'évaluer son exposition à son écosystème dans une analyse de risque, c'est quelque chose qui est complexe à faire pour pouvoir construire justement ces scénarios d'attaque qui partent d'un attaquant, qui passent par des maillons faibles et qui attaquent notre environnement pour atteindre un objectif. Alors c'est complexe, est-ce que c'est coûteux aussi, nécessairement ? Alors non, ce n'est pas coûteux.
Et on a apporté, ça a été tout l'objet des BIOS Risk Managers. On a essayé d'apporter une méthodologie sur la table, donc vous parlerez dans la prochaine table ronde de la manière de répondre à tout ça, mais une méthodologie qui d'une part fait le pont entre la connaissance de la menace et les analyses de risque, et d'autre part propose une cartographie d'un écosystème. Et comment j'évalue mon partenaire? Mon partenaire, je vais l'évaluer en prenant en compte un certain nombre de critères qui permettent de savoir si c'est plus ou moins dangereux de travailler avec lui et comment est-ce que je peux durcir ma relation avec le partenaire. Donc effectivement, on constate nous aussi, en regardant la menace, bien entendu, une explosion de l'attaque par les supply chains, une professionnalisation d'un certain nombre d'attaques, notamment les attaques par ransomware, qui deviennent de plus en plus spécialisées. C'était un gros enjeu du risk management, et on compte essayer d'amener un vrai changement avec une capacité à faire des ponts avec l'intelligence, avec l'évaluation de l'écosystème. La maturité est encore faible. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un marché sur le darknet de logiciels malveillants qui sont peut-être pas si chers que ça? Ou alors est-ce qu'on fantasme un peu trop cette partie-là? Non, on ne fantasme pas. C'est lorsque je parlais d'une prolifération des menaces, c'est une réalité. Je crois que dans le témoignage de Rabin Desbois, qu'il n'a pas fait, mais que vous retrouvez sur le net, il explique que les outils qu'il a utilisés pour faire son attaque, qu'il a rendu célèbre, c'est les outils qu'il a trouvés sur Internet. C'est un SQL, je crois. Donc c'est pas très compliqué à télécharger. Après, c'est le meilleur moyen aussi de polluer son propre système quand on télécharge des choses comme ça. Mais ça, je lui laisse ce plaisir. Mais globalement, effectivement, il y a une capacité à trouver des armes cyber qui sont prêtes à l'emploi dans le darknet. Maintenant, à contrario, en défense, il y a aussi des marges de manœuvre qui sont très nettes pour pouvoir complexifier la tâche de l'adversaire, améliorer sa protection. Et comme le disait M. Pagès, l'assurance arrive en résilience à la fin, mais avant, il y a la protection, il y a la défense, puis après, on transfère le risque résiduel. Or, tout ce travail de protection, de défense qui vient en amont de l'assurance, il y a énormément de marge de progression. Il y a une vraie prise de conscience. Maintenant, sur l'action, il y a vraiment de quoi faire pour complexifier la tâche de l'adversaire, malgré le fait qu'il puisse trouver un certain nombre de cochonneries sur le darknet assez facilement.